L'histoire commence sur un champ de bataille. En pleine bataille, le chef d'un des camps est informé que le flanc gauche tient bon et défend la plantation, mais que le flanc droit est en difficulté. Dans cette zone de guerre, les humains résistent à l'invasion de primates géants, qui saccagent les lignes défensives. Parmi les défenseurs se trouve Kai, qui fait face seul à un semi-humain et appelle son camarade Manso à l'aide. Mais Kai est mis à terre et reste vulnérable, alors que de nouveaux ennemis l'encerclent, et Manso est projeté au loin par un coup. Alors que Kai allait se faire frapper, un homme attaque le primate par derrière et sauve le jeune garçon. Ce guerrier se présente comme Ola, fils aîné de Moloch Vezin, et les humains alentour célèbrent l'arrivée de leur seigneur. Fatigué de l'invasion de ces singes, Ola ordonne à ses ennemis d'assister à la puissance du dieu de la terre qui réside en lui. Aussitôt, une crête divine s'active sur son visage, preuve visible devant tous qu'il est béni par les dieux. Les singes attaquent de nouveau, mais Ola tranche facilement le bras du premier et la tête du second. Dans leur propre langue, l'un des primates ordonne aux autres de se replier, et s'avance seul pour affronter le guerrier béni. Ce singe est différent, lui aussi possède une crête divine qui brille sur son visage, ce qui théoriquement rend le combat équilibré. Confiant, le semi-humain charge avec toute sa rage, mais la vitesse d'Ola est inégalée. Usant de son agilité, Ola esquive un coup violent et inflige une entaille profonde à son adversaire, mettant fin au combat bien plus vite que prévu. Ainsi, les habitants du village de Lag lèvent leur drapeau et célèbrent la victoire, tandis que les singes survivants fuient après la mort de leur chef. Devant le chaos laissé sur le champ de bataille, Manso dit à Kai qu'ils ont survécu un jour de plus. Pendant ce temps, Ola extrait la pierre divine du chef ennemi pour s'en nourrir, puis ordonne à ses alliés de faire de même avec les autres primates morts. En consommant cette substance, le seigneur est entouré d'une aura rougeâtre. Manso casse une pierre divine et la partage avec ses camarades. Avant d'en manger, il remercie Mère Nature et l'esprit du dieu de la terre, transmis par leurs ancêtres. En ingérant la pierre, les soldats sentent leur énergie spirituelle augmenter. Car manger la moelle d'une pierre divine renforce l'énergie spirituelle et rend plus fort. Kai veut en prendre davantage, mais Manso l'avertit que ce n'est pas possible, ils ne sont que de simples soldats. Un guerrier annonce alors au seigneur que les autres pierres seront livrées au château. Un vieux combattant, Maître Basco, dit à Manso et Kai que la plupart de ces pierres doivent être réservées aux porteurs de bénédiction, comme le seigneur Ola, car la stabilité est assurée en rendant l'effort encore plus puissant, ainsi fonctionne ce monde. Kai, réalisant cela, se lamente que des soldats comme lui doivent devenir plus forts sans l'aide de ses ressources. Plus tard, lors d'un festin au village, le chef annonce que les terres humaines dans des régions reculées sont attaquées depuis longtemps par les semi-humains. Mais Lag a été protégé grâce aux efforts de ses braves guerriers, et il est fier d'eux tous. Fatigué des discours, Manso veut juste manger, et heureusement, Moloch conclut vite avec une prière de remerciement à Mère Nature. Ravi, Manso se jette sur la nourriture, mais a du mal à mordre dans une partie particulièrement coriace du repas. À côté, un autre soldat rêve de manger autant que ses camarades, mais un compagnon lui dit qu'il doit simplement travailler plus dur. Kai remarque à quel point Manso est chanceux d'avoir plus à manger que lui, et son ami lui répond qu'il n'est pas chef d'escouade pour rien. Sur ces mots, Kai jure de s'entraîner jusqu'à l'épuisement pour devenir plus fort, et ainsi mériter une nourriture digne de ce nom. Et il tient sa promesse, le jeune guerrier s'entraîne au maniement de la lance en pleine nuit. Mais il finit par tomber sur le dos après avoir manqué une marche. Clairement, la maigre nourriture qu'il reçoit n'est pas suffisante. Furieux, le garçon hurle qu'il veut une boulette de riz. C'est à ce moment précis que Manso arrive et lui demande ce qu'est ce truc, une boulette de riz. L'ami explique que ça lui est juste venu à l'esprit et, même s'il ne sait pas ce que c'est, il est certain que ça doit être bon. Manso répond que le gamin déraille parfois complètement, ce que Kai reconnaît lui-même sans trop savoir pourquoi. Finalement, Kai demande à son pote de regarder les tombes du village, celles des gens ayant une famille, puis celles de gens comme lui, sans parents ni frères ni sœurs. Ce ne sont que des brindilles et des pierres recouvertes de lierre, car personne n'est là pour pleurer leur mort. C'est pourquoi le garçon pense qu'il est condamné à être oublié. Honnêtement, il a l'impression de n'avoir jamais vécu dans ce village dès le départ. Cela crée en lui un besoin de refuser cette réalité, et c'est pour cela qu'il veut devenir aussi fort que possible, pour survivre. Pour que cela se réalise, il doit manger la maigre nourriture disponible et s'entraîner plus dur que quiconque. Mais ce n'est pas suffisant pour survivre. Kai a besoin de quelque chose pour l'aider à gagner des batailles, une compétence qui pourrait élever son statut à un tout autre niveau. Écoutant chaque mot, Manso renforce sa conviction que ce gamin vit dans un monde de fantaisie. Pendant ce temps, Ola est en pleine discussion avec sa sœur, José. Selon le guerrier béni, leur père n'attend pas d'elle qu'elle fasse comme lui, car les femmes de la maison du baron n'ont pas besoin d'apprendre à se battre. En disant cela, Ola prend le bâton des mains de sa sœur et s'éloigne, tandis que José déplore qu'elle aurait pu aider le village si elle avait été un homme. Retour au jeune soldat, qui s'entraîne avec le chef d'escouade. Ce dernier lui dit clairement qu'il ne gagnera aucune bataille s'il continue de reculer. À un moment, Kai est touché et retombe sur le dos. Mais au lieu de heurter le sol, son corps plonge dans une mer fantastique couverte de braises. Soudain,
une réaction électrique charge son corps flottant jusqu'à une ville moderne dans un autre monde, tandis qu'une étrange énergie se génère dans sa main. Kai se réveille à cet instant précis, convaincu d'avoir été victime d'une sorte de magie. Manso pense qu'il a encore reçu un coup sur la tête qui lui a fait perdre la boule, et s'excuse. Mais Kai se relève avec une étrange confiance et un sourire au visage. Seul avec ses pensées, il réfléchit, une fois de plus, il a été confronté à des souvenirs de choses qu'il n'a jamais vécues. Parfois, il voit des souvenirs inconnus, des scènes dont il n'a jamais entendu parler. Et à ce qu'il paraît, certaines personnes sont comme ça. Mais il ne peut pas dire à qui que ce soit qu'il vit ça lui aussi, même pas à Manso. En réalité, ce sont ses souvenirs qui ont fait découvrir les boulettes de riz à Kai. Pourtant, ses visions n'ont rien changé à sa vie. Même si c'est de la magie ou quelque chose dans le genre. En vérité, Kai n'a jamais vu de magie de sa vie, car cela n'existe que dans les contes de fées. Mais pour une raison ou une autre, ces choses continuent d'apparaître dans ses étranges visions. Et si, par hasard, il pouvait utiliser des sorts en combat, ce ne serait pas une mauvaise chose. Plus tard dans la nuit, Moloch Vezin reçoit un message par l'un des aigles dressés du village. En rentrant chez lui, il discute avec Ola d'une horde d'or apparue dans la forêt à l'ouest, ce qui signifie que la prochaine bataille se déroulera près de Banya. La cérémonie d'alliance étant prévue dans quelques jours, le village de Lac doit s'y rendre rapidement. Hier, c'étaient les singes. Et maintenant, les ors sont prêts à leur casser la tête à nouveau. Moloch se désole que les soldats n'aient même pas le temps de se reposer. Mais son fils lui rappelle que c'est le devoir d'un soldat de marcher et de verser son sang pour défendre ses terres, sans poser de questions. Malgré tout, le chef réplique que tous les villageois sont les enfants de Moloch. Ne parvenant pas à dormir, Kai évoque l'absurdité de produire des flammes avec sa main. Dans le lit voisin, Manso lui demande ce qu'il est encore en train d'inventer, et Kai explique qu'il pensait à quelque chose comme un rêve éveillé. Manso répond que ce n'est peut-être pas un rêve. Un jour, un moine voyageur aurait fait la même chose, sans signe de feu, dans un endroit complètement plongé dans l'obscurité. Il leva le doigt et invoqua des flammes comme s'il s'agissait de lumière. Kai est impressionné par cela et demande si c'est vraiment vrai. Son ami lui répond que ce n'est qu'une histoire qu'il a entendue un jour. Le lendemain, le jeune rêveur quitte le dortoir tôt le matin et repense à ce qu'il a entendu avant de s'endormir. Peut-être, pour une raison inconnue, pourrait-il lui aussi faire jaillir du feu de ses doigts, à condition que cette histoire de magie soit réelle. D'après ce qu'il sait, cette chose fonctionne grâce à une puissance mystérieuse présente dans le monde. Et justement, le monde dans lequel vit Kai est aussi composé de cette énergie mystérieuse. Chaque personne possède une énergie spirituelle qui augmente lorsqu'on consomme des pierres divines. Si l'on parvient à en accumuler une bonne quantité, il se pourrait que le garçon découvre quelque chose d'exceptionnel. Pour tester sa théorie, Kai se rend d'abord à la plantation derrière le dortoir et essaie d'invoquer du feu avec son doigt à l'aide d'un mot de commande. Mais rien ne se passe. Ensuite, il saisit son poignet de l'autre main et concentre tout son esprit sur son doigt, mais il semble que le simple désir ne suffise pas. La question est donc, comment peut-il rassembler cette énergie spirituelle? Sachant que cette énergie se trouve probablement dans sa poitrine, Kai concentre son esprit pour ressentir cette zone de son corps, et y perçoit une sorte de chaleur, à l'endroit où serait supposé se trouver sa pierre divine. Porté par cette chaleur, il pointe à nouveau son doigt vers l'avant pour tenter de projeter du feu. Mais avec toute cette concentration, il est plus facile de tomber sur les fesses. Pendant ce temps, une légion d'orques marche vers l'ouest, laissant derrière elle une traînée de cadavres humains, jusqu'à atteindre les environs de Lag. Sans tarder, Maître Basco apprend par un message du baron de Banya que l'espèce ennemie observe leurs mouvements depuis la forêt. Dans une opération conjointe, des soldats des deux villages s'unissent pour enquêter dans les bois. Et lorsqu'ils aperçoivent les ors rôdants, un groupe d'éclaireurs humains les prend en chasse. Kai et Manso font partie du bataillon. Manso transperce la poitrine de la première cible et la met au sol. Kai tente de garder son équilibre au milieu du combat, mais il est heurté par un camarade de Bana qui est projeté sur lui. L'orque responsable s'approche lentement de sa prochaine victime, piégé sous le soldat mort, incapable de se dégager. Mais au moment où il allait être tué, Kai est sauvé par une pluie de flèches qui s'abattent sur le monstre. Furieux, Manso ordonne à Kai d'arrêter de faire l'idiot, tandis que le jeune combattant ressent une vive douleur à la jambe. Pendant ce temps, Ola surgit à travers les arbres de la forêt et enfonce la tête d'un orque dans le sol, sans même avoir besoin de son arme. Les autres porcs géants, témoins de la scène, prennent la fuite. Ola les poursuit aussitôt. Un soldat pense à faire de même, mais un collègue le prévient que cela ne servirait à rien, ils sont invisibles aux yeux du Seigneur. Manso est forcé de porter son compagnon blessé, qui s'excuse de lui causer tant de soucis. Soudain, un soldat annonce que Ola a quitté la zone, ce qui déroute le chef d'escouade, car des ors sont encore en combat. Kai demande à son ami de le laisser là, mais bien sûr, Manso refuse et le ramène à la base. Maître Basco ordonne alors aux escouades restantes de se disperser et de courir, pour empêcher les ors de tous les poursuivre. Malheureusement pour les deux jeunes, un orque les suit lentement, pour s'amuser, sachant qu'ils finiront par mourir. Conscient de cela, Kai supplie Manso de partir sans lui,
affirmant qu'il aurait fait pareil si la situation avait été inversée. Attristé par cette dure réalité, l'allié lui promet d'arracher les lianes qui pousseront sur sa tombe, puis s'enfuit. Finalement, Manso ayant pris la fuite, Kai retourne dans l'œil de la tempête, là où ses camarades fuient et meurent sous les coups de semi-humains ennemis. Mais le jeune homme refuse de mourir. Il se le répète autant que nécessaire, tandis que des souvenirs de sa vie défilent devant ses yeux. Soudain, il s'arrête. Il sent la présence de son poursuivant et lui crie d'arrêter de se cacher et de venir l'affronter. En dernier recours, l'humain tente de faire jaillir de la magie de son doigt, sans succès. Soudain, une machette vole en direction du garçon, lui entaille l'épaule, et de faibles étincelles jaillissent de son index. L'orque qui a lancé la machette fonce sur lui et l'attrape par le cou. Pourtant, Kai continue de refuser la mort. Il ne veut pas que son énergie spirituelle soit consumée en cet endroit. À ce moment-là, sa poitrine commence à brûler si intensément que des étincelles plus fortes jaillissent de son doigt. Kai pointe son doigt vers l'ennemi et ordonne à la magie du feu d'apparaître, et c'est exactement ce qui se produit. Une langue de flamme jaillit vers le visage du cochon géant avec une telle intensité qu'il relâche immédiatement le jeune homme. Finalement, l'orque tente de revenir au combat, mais succombe à ses blessures et s'écroule. Émerveillé par ce qu'il vient d'accomplir, Kai se sent fier de lui, bien qu'il ne puisse pas encore contrôler le feu qui consume sa main et brûle son corps. Pire encore, il s'effondre au sol sans comprendre pourquoi. Bientôt, un frisson l'envahit, comme si sa vie était aspirée à cause de l'utilisation excessive de son énergie spirituelle. Kai pense qu'il va peut-être mourir ici. Mais, puisqu'il a réussi à allumer le feu, il se dit qu'il peut peut-être aussi l'éteindre avec de l'eau, par exemple. Cela lui rappelle que l'énergie spirituelle circule comme de l'eau, et qu'il faut refermer la porte imaginaire pour stopper le flux. Et comme si cela ne suffisait pas, l'orque se relève et repart à la poursuite du garçon. Face à cette pression de vie ou de mort, Kai ferme les portes de son esprit et stoppe le flux de l'eau qui alimentait la flamme de son doigt. Cependant, toujours affaibli, le garçon est emporté par le cochon, incapable de réagir. Bien qu'il voit à peine à cause de ses blessures, l'orque l'emmène jusqu'à une falaise pour le tuer. Mais puisqu'il allait mourir de toute façon, Kai prend une dernière inspiration et tranche le ventre de son adversaire avec son couteau. Dans ce mouvement, les deux tombent de la falaise et plongent dans l'eau en contrebas. Malgré la chute, le protagoniste est encore en vie. L'ogre, lui, est bel et bien mort. Bon, c'est un peu glauque, mais le héros boit littéralement un peu de son cœur. Le protagoniste parvient à récupérer de l'énergie, mais malheureusement, sa blessure continue de saigner. Kai sait que c'est la fin pour lui, qu'il n'y a pas d'échappatoire, même s'il refuse encore de mourir. Au moins, il est reconnaissant que l'endroit où il se trouve est une belle vue. Pendant la nuit, un homme demande à Manso ce qu'il fait ici, et surtout, où est le nouveau qui l'accompagne toujours. En voyant l'expression de Manso, l'homme comprend que quelque chose ne va pas. Manso lui demande d'être fort et d'oublier, car c'est ce qui arrive souvent dans ce genre de vie. De retour avec Kai, il ne comprend pas pourquoi il est encore en vie. Sa blessure était grave et rien ne la faisait cicatriser. Pourtant, elle est maintenant complètement guérie. Il se demande si cela vient de la pierre divine qu'il a bu, mais une simple nuit de sommeil ne devrait pas suffire à guérir une telle blessure. Il trouve cet endroit étrange, une sorte de nostalgie le prend sans qu'il sache pourquoi. En retirant un peu d'herbe, il découvre quelque chose gravé dans la pierre. Pour mieux voir, il utilise sa magie de feu, et ce qu'il découvre le dépasse. Imagine revenir miraculeusement à la vie, pour mourir accidentellement quelques minutes plus tard. Heureusement, il survit. Mais il remarque alors des marques sur son visage qu'il ne connaissait pas. Il s'agit de la marque divine d'un gardien porteur. Même si la marque disparaît peu après, Kai veut savoir ce qui est inscrit sur cette pierre. Mais après analyse, il se rend compte qu'il ne comprend rien du tout, alors il s'enfuit en se demandant pourquoi il est porteur d'une marque divine, alors qu'il ne devrait même pas être capable d'en avoir une. Pour l'instant, il décide de retourner auprès des autres. Mais pendant l'ascension, il abîme facilement les pierres, car sa marque divine lui donne une force démesurée. Une voix surgit soudain et lui dit « Pars ». Il se met alors à grimper à toute vitesse, escaladant la colline en quelques secondes. Même lui n'en revient pas. Ce pouvoir est incroyable, peut-être même meilleur que la magie qu'il a utilisée contre l'ogre. Kai se demande s'il s'agit réellement du pouvoir d'un dieu. Il a entendu dire que les dieux de la terre accordaient leur pouvoir aux humains. Si c'est vrai, à quel moment l'a-t-il reçu? Peut-être pendant son sommeil? Ce qui compte pour lui maintenant, c'est qu'il va probablement mieux manger. Enfin, une nouvelle inquiétude le traverse, est-il possible qu'il ne soit pas un gardien, malgré sa marque divine? Le mieux serait de ne rien dire à personne pour le moment. Après plusieurs heures, Kai retrouve enfin ses compagnons, et Manso est plus qu'heureux de voir qu'il est vivant. Quelques jours passent. Le héros a repris ses tâches quotidiennes, mais plusieurs camarades lui demandent combien de temps il compte labourer les terres. Il se regarde dans l'eau et remarque que sa marque divine n'est pas visible. Peut-être qu'elle n'apparaît que lorsqu'il donne tout ce qu'il a. Pendant une pause, on lui demande pourquoi il est si fort, et il lâche, sans prévenir, que c'est sûrement parce qu'il a bu sa ration de pierre divine. Il lui demande comment c'est possible. Kai explique qu'à la bataille, un groupe d'ogres est tombé dans la forêt,
et qu'il a mangé entre 10 et 20 de leurs pierres. Comme il était blessé et affamé, il n'a pas pu se contenir. Manso n'est pas surpris, car il avait déjà entendu parler d'un gars qui, après avoir bu énormément, avait grandi d'un coup. Manso est conscient que personne ne pourrait obtenir autant de pierres divines à moins que ce ne soit lors d'un combat, alors il le félicite d'avoir trouvé cette fameuse technique secrète dont il parlait tant. Pendant ce temps, une fille nommée Elsa observe toute la scène, et ses amis lui demandent si elle est tombée amoureuse. Évidemment, elle nie tout et retourne au travail. José demande à ce type comment avancent les préparatifs, et le vieil homme lui répond que tout se passe bien, comme ce sont des offrandes funéraires, il a choisi les meilleures possibles. Revenons à Kai. Il s'est isolé dans un endroit tranquille pour se concentrer et utiliser sa magie de feu, qui a enfin fonctionné cette fois. La différence, c'est que maintenant, il ne sent pas que son énergie spirituelle diminue. Il est évident qu'il possède beaucoup de pouvoir, mais il ne peut s'empêcher de se demander si c'est grâce à la protection d'un dieu. Soudainement, José fait irruption en faisant tout un boucan et lui demande ce qui se passe avec son doigt. Même s'il tente d'échapper à ses questions, elle insiste pour qu'il lui explique tout en détail. Après un moment, avec plus de contexte, elle lui demande s'il essayait vraiment de créer du feu avec son doigt, et surtout, elle trouve fou que ça ait fonctionné. José pense que Kai a l'air d'un thaumaturge, une personne avec des capacités mystérieuses qui semblent impossibles. Le protagoniste est surpris que ce soit considéré comme une capacité et non comme de la magie. José a déjà entendu ce mot, magie, mais dit qu'elle est étonnée que Kai ne semble même pas fatigué. Maintenant qu'elle y pense, elle a entendu dire qu'il avait bu des pierres divines. En tenant compte de cela, elle décide qu'ils devront s'entraîner ensemble désormais. Plus tard, elle lui demande si c'est vraiment toute sa force, en gros, elle le défie à se battre sérieusement. Kai accepte le défi. Cependant, après l'entraînement, il ne comprend pas pourquoi sa marque divine n'est pas apparue pendant le combat. Un peu plus tard, il dit à José qu'il pensait que tous les gardiens étaient aussi puissants les uns que les autres. José répond qu'elle est un peu plus faible que certains, mais ce n'était pas le sens de sa remarque. Elle continue en expliquant que la force d'un gardien porteur varie selon la puissance de son dieu de la terre. Bien sûr, il est évident qu'un gardien porteur doit aussi s'entraîner et devenir fort par lui-même. Elle, par exemple, doit encore beaucoup s'entraîner pour devenir raisonnablement forte. Le protagoniste doute fortement que ce soit vrai, mais José se met sur la défensive en disant que les femmes peuvent aussi être puissantes et qu'elles doivent toujours être prêtes à se battre. Elle raconte aussi que les gardiens deviennent forts pour gagner des batailles, même si ce n'est pas la seule raison. Comme il se fait tard et que son père ne sait pas qu'elle s'entraîne ainsi, elle décide de rentrer. Le protagoniste lui demande ce qu'elle voulait dire par les gardiens ne deviennent pas forts uniquement pour gagner des batailles, mais elle ne peut pas lui en dire plus pour l'instant. Comme elle devra faire le nettoyage de tombes dans quelques jours dans un village abandonné, elle demande à Kai de l'accompagner, et là, elle lui en dira plus à ce sujet. Le moment venu, un compagnon demande à Kai si c'est vrai qu'il escorte mademoiselle José parce qu'elle a personnellement demandé sa présence. Manso doute que ce soit vrai, mais les autres commencent à avoir des soupçons. Une fois arrivé dans ce village, on apprend qu'il était autrefois habité, mais qu'il est désormais complètement désert à cause des attaques de semi-humains. Il n'y a plus de terre fertile ni de vie. Ce type dit au protagoniste que la grâce du dieu de la terre a diminué et n'atteint plus cette région, ce qui est très grave, car c'est cette grâce qui permet aux cultures de pousser. José arrive pour informer son serviteur qu'il va explorer le village, et que le héros l'accompagnera. Après avoir marché un moment, ils arrivent à un endroit où José commence à prier pour que la grâce du dieu de la terre s'accumule. Seuls les gardiens liés à ce dieu peuvent faire cela. Le protagoniste n'en savait rien, alors elle lui explique que ce dieu s'est affaibli ici parce que ce village, nommé Eda, est inhabité. Il se trouve que José est aussi la gardienne de ce village, et donc elle aussi est affaiblie. La seule chose qu'elle peut encore faire pour le moment, c'est maintenir ce petit jardin en vie. La différence est énorme, car dans le village de Lag, les récoltes sont excellentes grâce à leur seigneur, qui est très puissant. Cet homme ne néglige jamais ses entraînements pour rester au meilleur de sa forme. José ajoute qu'il mange beaucoup de pierres divines, justement pour cela. Plus les gardiens de la terre sont puissants, plus ils reçoivent la faveur de leur dieu. C'est ainsi que le village prospère, que les gens mangent mieux, et que le dieu de la terre devient lui-même plus fort. Le protagoniste comprend alors ce qu'on voulait dire quand on lui expliquait que les gens ne devenaient pas plus forts uniquement pour gagner des combats. Pendant ce temps, des serviteurs inspectent l'intérieur du lieu et confirment que tout semble en ordre. Le groupe 1 devra monter la garde, pendant que les autres descendront avec José. Un peu plus tard, on voit une pierre, apparemment la tombe du dieu de ce lieu. Le protagoniste remarque que c'est la même écriture que celle qu'il avait vue sur la pierre de la vallée où il a failli mourir. Il se demande si ces deux pierres sont liées. Mais en la touchant, il commence à lire « Moi, Edaren, suis ton serviteur. Je sers le dieu Lagdalatuka ». Kai ne comprend pas pourquoi il peut lire ces mots juste en touchant la pierre. Et de l'autre côté, c'est la même chose, bien qu'il y ait des mots aléatoires. José lui demande ce qu'il se passe, mais en la regardant de plus près, il devient tout à coup nerveux. Pendant ce temps,
à l'extérieur, des visiteurs inattendus approchent. La fille confie à Kai qu'elle espère un jour pouvoir reconstruire ce village. Elle a reçu la protection de Eda, le dieu de cette terre, et se sent donc responsable de cet endroit. Elle promet de devenir plus forte pour redonner vie au village et pouvoir y faire pousser toutes sortes de cultures, de fleurs, et plus encore. Son souhait est que de nombreuses personnes puissent vivre ici en paix. Les autres l'ont entendu et sont prêts à l'aider du mieux qu'ils peuvent. Kai comprend maintenant que les gardiens ont des responsabilités envers leur dieu, leur terre, leur village, leur peuple, mais lui, il ne sait toujours pas quelles sont ses responsabilités. Il ignore quelle est sa terre, ou qui est son dieu. Mais ce questionnement devra attendre, car on vient de les prévenir que les macaques attaquent. José veut se battre, mais on le lui interdit, elle est trop importante et sa priorité est de revenir saine et sauve. Cependant, sur le chemin du retour, elle tombe sur un énorme macaque qui a piétiné les rares fleurs du jardin. Là, José est vraiment furieuse. Et même lorsqu'un autre macaque apparaît, sa détermination ne faiblit pas. Elle active donc sa marque divine et se prépare à combattre. Mais comme elle n'a pas d'expérience en vrai combat, c'est le protagoniste qui intervient pour la sauver. Et non, il ne se contente pas d'en vaincre un seul, il en terrasse plusieurs très puissants. Le problème, c'est que José a remarqué la marque divine du héros, et cela la laisse complètement sous le choc. Après les événements, Ola réprimande José, trouvant absurde qu'elle soit restée paralysée devant l'ennemi alors qu'elle n'aurait même pas dû se trouver là. Il insiste sur le fait que les femmes ne devraient pas apprendre à se battre. José lui répond que si, les femmes en sont capables, mais Vessin estime que ce qui compte, c'est qu'elles soient saines et sauves. Il leur conseille aussi de rester sur leur garde car un inspecteur de la région centrale va bientôt arriver. Ola comprend et part informer ses soldats. José présente ses excuses à son père, mais ce dernier s'intéresse surtout au protagoniste, car il a réussi à vaincre plusieurs macaques sans aucune aide. En réalité, ses amis se moquent déjà de lui, car tout le village d'Eda sait qu'il a été un héros. Même s'il essaie de nier, tout le monde est au courant, et on le taquine sur sa relation supposée avec mademoiselle José. Les filles du coin n'en reviennent pas du vacarme que font tous ces garçons, mais elles estiment que le seul garçon prometteur par sa force est actuellement Kai. Elles ont toutes deux remarqué qu'Elsa semble un peu attirée par lui et lui conseille donc de marquer son territoire avant qu'on ne lui vole. La pauvre Elsa ne sait plus comment se débarrasser d'elle. José vient voir le protagoniste pour discuter un peu, et il n'en faut pas plus pour attirer les regards. Une fois seule, elle le remercie de l'avoir sauvé au village d'Eda. Cependant, elle est persuadée d'avoir vu une marque divine sur son visage. Mais, mettant ce sujet de côté, elle avoue qu'elle est restée paralysée devant l'ennemi, ce qui lui a fait comprendre deux choses. Premièrement, la force ne suffit pas, et deuxièmement, il faut du cœur et du talent pour utiliser cette force. C'est pourquoi elle a décidé de s'entraîner chaque jour des deux mains, et elle veut qu'il s'entraîne avec elle. Le protagoniste ne comprend pas trop, mais accepte quand même. Deux autres garçons les observent, rongés par la jalousie de voir Kai discuter si naturellement avec José. Pendant qu'il coupe du bois, Kai pense à tout ce qui l'attend, car il devra s'entraîner dur. Elsa arrive pour lui donner de l'eau, ce qui le surprend. Elle explique que c'est à la demande des autres. Le garçon la remercie, car il avait justement très soif. Elsa est ravie, mais une autre fille l'appelle pour aller faire quelque chose. Kai ne comprend pas trop, et c'est Manso qui lui demande s'ils sortent ensemble, ce que le héros nie aussitôt. Cependant, il croit entendre le chant d'un oiseau, un son qui lui est très familier. Après réflexion, il se souvient que c'est dans cette vallée qu'il l'a entendu pour la première fois, et il rêve d'y retourner. Pendant la nuit, alors que tout le monde dort, le protagoniste sort discrètement. Même Kai n'en revient pas de sa vitesse. Il est tellement heureux qu'il se laisse tomber dans l'eau en regardant le ciel. Juste à ce moment-là, l'oiseau chanteur réapparaît, ce qui est étrange, car voir un oiseau la nuit, c'est rare. Kai décide de suivre l'oiseau, ce qui le mène jusqu'à des runes, qu'il est malheureusement incapable de lire. Il demande à l'oiseau s'il a survécu grâce à sa bénédiction, car si c'est le cas, il veut le remercier. Il décide alors de nettoyer toute la pierre comme geste de reconnaissance, puis repart. Cependant, il remarque quelque chose d'étrange, malgré l'obscurité totale, il voit tout parfaitement. Il se demande si cela aussi fait partie de la bénédiction. Ensuite, il boit un peu d'eau, mange quelques fruits, et le protagoniste a l'impression de vivre pratiquement au paradis. Il remarque que ces terres sont extrêmement fertiles. Il se dit que ce ne serait pas une mauvaise idée d'y construire une maison. C'est alors qu'il commence à grimper, et une fois arrivé au sommet, il pense qu'il devrait abattre quelques arbres pour poser les fondations. Le problème, c'est qu'un simple couteau ne suffit pas. Il tente alors de couper un arbre en utilisant un peu de magie de feu, mais le maladroit ne pense pas au fait qu'il pourrait littéralement déclencher un incendie de forêt. Heureusement, il parvient à éteindre les flammes à temps. Il doit maintenant trouver une autre méthode pour couper l'arbre. En y réfléchissant, il se rend compte qu'il a créé du feu à partir de rien. Donc, peut-être qu'il peut imaginer quelque chose qui lui permette de couper l'arbre. La magie semble rendre réel ce qu'il imagine. Il pense donc que couper quelque chose signifie rompre les liens de ces molécules. Mais attends, comment sait-il ça? Il se demande soudain, c'est quoi des molécules,
des liaisons. Et oui, notre héros est de nouveau victime d'un de ces épisodes de souvenirs inconnus. Pour l'instant, il ne s'y attarde pas, car il veut se concentrer. Plutôt que de couper, il se concentre sur le fait de démêler les liaisons de l'arbre. Mais juste au moment où quelque chose allait se produire, il semble qu'un bruit ait effrayé de nombreux animaux. Quelque chose s'approche de ce côté-ci. Il s'agit d'un groupe d'ogres aux intentions peu rassurantes, mais ce que Kai a réellement entendu, ce sont plusieurs personnes qui semblent vouloir entrer dans la vallée. Il ne compte pas les laisser faire, alors il active sa marque divine et fonce leur demander ce qu'ils fabriquent. Mais il est vite surpris en voyant que ces personnes lui demandent pitié, le suppliant de ne pas leur ôter la vie. Ils ont l'air d'enfants, mais n'en sont pas. L'un d'eux devient agressif, pensant que Kai est venu profaner la vallée. Un vieil homme l'arrête et demande au protagoniste s'il comprend ce qu'il dit. Kai répond que oui. Le vieillard se présente comme Polek, le chef du peuple Korol. Le héros avait déjà entendu parler des Korol, mais ne les avait jamais vus en vrai. Kai félicite le vieillard pour parler la langue humaine avec une telle perfection. Polek explique qu'ils ont déjà eu des échanges avec des marchands humains, car leur artisanat est très prisé. Cependant, ils souhaitent s'excuser d'être entrés dans une zone interdite sans autorisation. Ils sont venus invoquer l'accord du grand dieu de la vallée, un dieu qui, selon lui, ressemble beaucoup aux humains. Kai est complètement perdu après avoir entendu ça. Mais une fois le calme revenu, le vieil homme explique que depuis des temps immémoriaux, les Korol vivent dans les forêts et vénèrent les dieux de la terre. Or, il y a quelques jours, les ogres les ont attaqués pour tenter de leur voler leur dieu terrestre. Les Korol étant trop faibles, ils ne pouvaient pas se défendre. Les ogres les ont donc chassés de leur terre, et désormais, ils sont en fuite. Polek supplie le protagoniste pour qu'il appelle le dieu médiateur, de les aider dans leur détresse. Kai lui demande d'attendre un instant, d'abord, il veut savoir ce qu'est un dieu médiateur et pourquoi il l'appelle ainsi. Un dieu médiateur est un être dont la puissance dépasse toutes les créatures, et qui protège la création tout entière. Le héros demande si c'est vraiment lui, puis répond aussitôt, non, c'est impossible, je ne peux pas être une chose aussi incroyable. Un autre Korol doute également. D'après ce qu'il a entendu, le dieu médiateur était une figure imposante qui punissait les méchants et les infidèles, et il a bien du mal à croire qu'un simple garçon comme Kai puisse être cette entité. Mais Polek, lui, en est persuadé. Il affirme que c'est bien lui. Dans sa jeunesse, il est entré dans la vallée sans autorisation et a reçu le châtiment du dieu, il est devenu aveugle. Et pourtant, dit-il, malgré cette perte, il voit aujourd'hui bien des choses. Par exemple, il sait que le monde est rempli de lumière spirituelle, la lumière de l'énergie spirituelle. Polek a remarqué que Kai est empli d'une noble lumière spirituelle bleue. Rien qu'avec cela, il est convaincu que Kai est bel et bien le dieu médiateur, celui qui a reçu la protection du dieu de la vallée. Kai n'arrive pas à y croire, mais le vieillard insiste que c'est la vérité. Et c'est là, que les choses deviennent sombres, car le vieil homme révèle qu'en plus de ce qu'il a raconté, sa petite fille a déjà offert sa vie à la vallée comme sacrifice. Et oui, ils sont en train de la descendre en ce moment même. Kai n'en revient pas. Il refuse qu'on sacrifie des vies comme si elles ne valaient rien. Malheureusement, la jeune fille est tombée de haut, elle est grièvement blessée, et notre héros ne sait pas comment l'aider, sauf qu'il se rappelle qu'il avait pu soigner ses propres blessures. Il tente donc la même chose avec elle. Il se met alors à penser à la manière de la soigner. Il se dit qu'il peut réparer ses cellules endommagées, même s'il ne sait pas du tout ce que sont des cellules, il les mentionne quand même. Et il semble bien que ça fonctionne. Il décide donc de la laisser se reposer tranquillement pour qu'elle récupère. Kai est stupéfait par les possibilités qu'offre la magie. Mais il doit maintenant redevenir sérieux, les ogres sont apparus, et ils causent clairement des ravages. Ils veulent exterminer les Korol. Kai ne perd pas une seconde et se précipite, il ne les laissera pas faire. Il leur demande ce qu'ils fabriquent ici, mais un ogre, qui est aussi un porteur de marque, refuse de lui donner la moindre explication. Kai se prépare au combat, mais voilà que la voix mystérieuse d'autrefois lui ordonne d'en finir avec eux, de sceller leur sang et de leur insuffler la peur. Kai se demande s'il s'agit de la voix du dieu de la vallée. Et on dirait bien que oui, car les pierres brillent plus que jamais. Le héros se prépare donc à faire trembler les ogres, et Polek vient lui prêter main forte, car lui aussi, surprise, est un porteur de marque. Il précise toutefois que son aide est sincère, car lui et son peuple sont de fidèles dévots du dieu de cette vallée. Kai accepte son aide. Les ogres commencent à ressentir la peur en voyant à qui ils ont affaire. Pourtant, l'ogre porteur de marque ordonne à ses troupes de continuer à se battre coûte que coûte, car ils ne doivent pas abandonner. Le protagoniste élimine 2 ogres d'un coup, et le vieillard n'est pas en reste, il manie remarquablement bien l'épée. Il dit à Kai que désormais, tout repose sur lui. Kai répond à l'ogre qu'il ne leur pardonnera pas d'avoir profané la vallée et attaqué les Korol, il ne les laissera pas partir vivants. L'ogre lui demande d'attendre, affirmant que c'est une affaire entre ogre et Korol, que cela ne concerne pas un humain comme lui. Kai lui rétorque que, justement, cela le concerne, car ils sont entrés dans la vallée sans son autorisation. L'ogre s'excuse aussitôt et lui demande un peu de temps pour se retirer, mais Kai est clair, pour préserver la paix de la vallée entière, il doit en finir avec eux ici et maintenant. Voyant que Kai ne fera preuve d'aucune clémence,
l'ogre décide de se battre jusqu'à la fin, mais il perd un bras en seulement quelques secondes. Kai lance alors une attaque puissante pour leur donner une bonne leçon, et les Corolles n'en reviennent pas, c'est donc bien lui, le dieu de la vallée. Le vieil homme le savait, il ne pourra jamais oublier ces flammes bleues qui lui ont brûlé les yeux. Après tout ce temps, il voit enfin de ses propres yeux le dieu qui rend justice et miséricorde. Kai, la pierre divine à la main, regarde autour de lui, légèrement confus, alors que ses alliés commencent à rengainer leurs armes. C'est alors que ça le frappe, il vient de tuer un béni pour la toute première fois. Les membres du clan Corolle se mettent à chanter dans leur propre langue, et leur chef s'avance pour traduire. Ils se réjouissent, car Kai s'apprête à recevoir la bénédiction du grand sanglier. Ceux qui consomment la pierre divine d'un béni absorbent le pouvoir du dieu de la terre et héritent de sa bénédiction. Même si une personne ne peut être protégée que par un seul dieu à la fois, elle peut consommer le pouvoir de plusieurs dieux pour devenir plus forte et protéger cette vallée. C'est donc avec humilité que Kai décide de partager la pierre divine avec Polek, qui n'en revient pas qu'on lui offre une telle opportunité. Kai lui dit qu'il a joué un rôle dans tout cela et mérite sa part. Polek le remercie, boit sans hésiter, et le liquide noircit ses yeux de manière surnaturelle, une marque de son pouvoir. Quant à Kai, il observe une énergie bleue s'élever de son dos, une énergie que Polek reconnaît comme celle du dieu de la terre. Lorsqu'un béni meurt, l'esprit de son dieu retourne dans son tombeau. Et maintenant, Kai ressent une douleur aiguë et brûlante dans la poitrine, là où repose sa propre pierre divine. Polek soupçonne que c'est un effet secondaire du fait d'avoir consommé une autre pierre divine. Même clairement en souffrance, Kai se redresse avec difficulté et ordonne à tout le monde de rester loin de la vallée. Alors qu'il saute de la falaise, un souvenir le frappe, une scène terrifiante de son enfance. Un immense incendie, des gens le retenant fermement, une ville en ruine envahie par des fleurs mortes et des cadavres. Puis, de nulle part, un singe armé surgit sur son chemin et le menace. Kai se réveille en sursaut dans son lit, et reçoit un choc encore plus grand en réalisant qu'Arway est sous sa couverture. Naturellement, il panique, il n'avait même pas de couverture avant. Elle lui explique calmement qu'elle l'a recouvert, il ne pouvait pas se permettre d'attraper froid. Arway a été offerte au dieu afin que Kai puisse entendre la supplique du peuple Achal. Désormais, c'est son rôle de rester aux côtés du dieu. Kai lui dit aussitôt de retourner auprès des siens, mais elle insiste, elle ne peut pas. Son grand-père lui a prédit que le malheur s'abattrait sur eux tous si elle revenait. Et puis, Kai lui a sauvé la vie. À présent, elle sent qu'elle mourrait sans lui. Alors elle a choisi de servir ce dieu pour toujours. Kai n'aime visiblement pas cette idée, mais en voyant le ciel s'éclaircir, il réalise qu'il est déjà matin et se précipite vers le village. En gravissant la crête, il découvre tout le clan Corolle qui l'attend. Leur chef s'incline profondément, remerciant le dieu de l'arbitrage d'avoir rendu justice à ceux qui les avaient blessés. Désormais, il se dévouerait à cette divinité. Kai répète qu'il n'a rien à voir avec tout cela, mais Polek lui rappelle que leur terre natale est toujours attaquée par les Ors, c'est la raison pour laquelle les Corolles sont devenus nomades. Qu'importe si c'est temporaire ou non, leur chef supplie le dieu de leur accorder refuge dans la vallée. N'ayant aucun moyen d'éviter cette discussion délicate, Kai finit par accepter, ils peuvent faire ce qu'ils veulent tant qu'ils restent en dehors de la vallée. Là-dessus, il tourne les talons pour partir, mais Polek lui demande un dernier mot. De retour plus tard au village des persécutés, Kai est accueilli par une José furieuse, il est en retard pour l'entraînement. Elle exige une explication, et il fait semblant d'avoir juste trop dormi. Pas vraiment convaincu, elle commence la session déjà énervée et lui assène un coup sans prévenir. Il l'esquive de justesse. Non loin de là, Manso et les autres garçons sont épuisés par le labour des champs à l'extérieur des murs du village. C'est alors que le seigneur Vezine arrive et demande où est Kai. Manso lui répond qu'il est au château, chargé de la gestion des provisions. Sans perdre de temps, le seigneur du territoire défie personnellement Kai à un duel d'entraînement. Après tout, le jeune homme s'était fait un nom en défendant Dame José lors de l'escarmouche au village d'Eda. Honnêtement, la dernière chose que Kai voulait, c'était attirer l'attention. Et voilà que même le seigneur du territoire s'intéresse à lui. Alors que Maître Basco remet son arme à Kai, il le met en garde, pas de coup bas. Même en cas de désespoir, cela pourrait offenser inutilement le seigneur. Malik Vezine affirme avoir entendu les rumeurs, notamment comment Kai a réussi à repousser une bande de singes. À présent, il veut voir de quoi le garçon est vraiment capable. Mais pas d'inquiétude, le seigneur n'a aucune intention de le tuer. Kai se remémore alors le dernier conseil de Polek, cacher le fait qu'il est béni, car il n'a hérité de la protection de son dieu que récemment. Tant qu'il ne maîtrise pas son pouvoir, il serait une proie facile pour d'autres dieux. Fort de ce rappel, Kai décide de se retenir autant que possible, de réprimer sa force pour éviter que son blason n'apparaisse. Le duel commence. Les deux combattants croisent leurs armes au centre de l'arène improvisée. Sans attendre, Moloch lance une attaque puissante. Pris au dépourvu, Kai esquive de justesse, mais une pluie de coups s'abat sur lui, le forçant à reculer. La pression est telle que le blason de Kai apparaît sur son visage. Désespéré de le dissimuler, il baisse la tête. Voyant le garçon courbé, semblant vaincu, Vezine murmure qu'il l'a manifestement surestimé. Mais lorsque Kai évite le coup suivant, il remarque que la marque a disparu.
Ce simple détail lui redonne assez de confiance pour contre-attaquer. Moloch est ravi, il veut voir cette flamme dans les yeux du garçon. Il l'exhorte à s'en servir pour élever le niveau du combat. Pour montrer l'exemple, le seigneur redouble d'intensité. Kai riposte rapidement, visant la taille de son adversaire, mais Moloch abat son bras avec force, brisant le bâton du garçon en deux. Désarmé, Kai ne recule pas. Bien au contraire. À main nue, il attrape la jambe de Vezin et serre si fort que l'homme lâche son arme. Le seigneur réagit aussitôt avec un coup de genou écrasant dans le ventre, projetant Kai en arrière. Du sang coule du nez du garçon, sous les yeux de tous les spectateurs. Elsa est figée par le choc en voyant l'état dans lequel il se trouve. Finalement, ce fut le coup qui mit fin au combat. À genoux, en sang et vidé de toute énergie, Kai a du mal à rester debout. Mais Moloch Vezin éclate d'un rire sincère et déclare qu'il apprécie ce gamin. Le soulevant de ses propres mains, il annonce que, dès le lendemain, c'est lui qui entraînera le garçon personnellement. Lady José n'en revient pas, Kai a tenu tête à son propre père. Même Ola admet que c'était bien au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'un simple soldat. Quelques instants plus tard, Manso arrive avec sa bande, tous rieurs en commentant la raclée que leur ami vient de subir. Pendant ce temps, Elsa repense au jour où Kai avait juré de devenir plus fort. Et après avoir vu ce combat, quelque chose s'est éveillé en elle. Plus tard dans la nuit, Kai bondit hors du lit et court joyeusement vers la vallée. José et Moloch occupaient tout son temps dernièrement, et il a enfin trouvé un moment pour s'éclipser. En arrivant, il remarque une cabane allumée et pense immédiatement que les Corolles sont entrés dans la vallée sans sa permission. Mais en jetant un œil à l'intérieur, il découvre Arouet vacant tranquillement à ses occupations dans la cabane toute neuve. Elle l'a construite de ses propres mains pour son dieu et espère qu'il en sera satisfait. Même si Kai semble touché, il reste ferme dans sa décision de la renvoyer dans sa patrie. Pourtant, la jeune fille fait tout pour séduire son dieu préféré, lui offrant toutes sortes de plats délicieux. Et, le ventre vide, Kai n'a pas eu d'autre choix que de céder, du moins pour cette fois. Sans hésiter, il se jette sur la nourriture et la dévore comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Quand Arouet lui en propose encore, il accepte sans réfléchir. Son regard tombe sur un plateau où repose une langouste parfaitement frite. Il ne peut pas mentir, dans son village, il n'a jamais mangé aussi bien. La joie sur son visage disait tout. Le lendemain, de retour au village, Kai reçoit une portion légèrement plus grande pour le déjeuner. Quelques garales, disant qu'il en a eu plus qu'eux. Mais le cuisinier leur rappelle qu'ils avaient négligé leur travail au champ la dernière fois. S'ils veulent plus de nourriture, ils devront la mériter. Manso plaisante, le printemps est vraiment arrivé pour son pote, et toute cette attention commence sérieusement à l'agacer. Il grogne après quiconque ose le taquiner en public. En observant la scène, Elsa se laissa distraire et versa par erreur une portion trop généreuse dans l'assiette d'un homme. Surpris, il lui demanda ce qu'elle ressentait pour lui, ce n'était pas tous les jours qu'on recevait autant de nourriture. Ce soir-là, Kai retourna sur les terres qu'il était censé protéger et y trouva à nouveau Arouet, marquant une nouvelle soirée dans sa double vie. Tôt le matin, le dieu de l'arbitrage s'entraînait déjà à l'épée avec Lady José. Puis, alors que le jour remplaçait les étoiles, Kai était de retour dans la vallée aux côtés de sa singulière compagne. Les jours passèrent au même rythme. Chaque nuit, Kai travaillait sans relâche pour améliorer la vallée et ses alentours, désormais occupés par les Corolles, qui vénéraient le dieu de l'arbitrage avec un profond respect. Un jour, les villageois luttaient pour déplacer un énorme rocher bloquant leur chemin. Même à une douzaine, ils n'arrivaient pas à le faire bouger. C'est alors que Moloch Vezin intervint en personne. Et, à la stupéfaction générale, il parvint à soulever et à déplacer la pierre uniquement par la force brute. Après cela, il déclara que les récoltes du village prospéreraient encore davantage, et tous restèrent bouche bée devant une telle puissance. Plus tard, Kai tenta de ranimer une fleur grâce à sa bénédiction, mais échoua lamentablement. Frustré, il prit conscience du long chemin qu'il lui restait à parcourir. Le lendemain après-midi, Elsa travaillait joyeusement dans les champs lorsque Kai s'approcha et lui demanda pourquoi elle souriait ainsi. Elle répondit que ce n'était rien de spécial, simplement que les cultures étaient magnifiques cette année. Kai n'y avait jamais vraiment prêté attention, mais en regardant de plus près, c'était effectivement à couper le souffle. Elsa expliqua que les fleurs avaient été cultivées à partir de graines ramenées de leur ancien village. Quand leur foyer avait brûlé, ils avaient au moins réussi à sauver ces graines, un fragment de beauté d'un lieu désormais disparu. Cela fit remonter un souvenir à la surface pour Kai, ils venaient tous deux du village de Lag. Elsa le gronda de l'avoir oublié, mais il se défendit en disant qu'il n'était qu'un enfant lors de l'incendie. Elsa déclara qu'elle était heureuse de voir qu'il recevait davantage de reconnaissance, même l'admiration du chef tribal. Kai, toujours humble, admit qu'il avait encore beaucoup à prouver. Sans famille, il devait constamment faire ses preuves. Il avait bien des amis comme Manso et les autres, mais au fond, il sentait qu'il devait toujours se battre plus fort que les autres. Elsa lui rappela qu'il avait déjà tenu un discours similaire autrefois, lorsqu'il pleurait seul. À l'époque, dans le village de Lag, Kai était isolé, la tête baissée, cerné par le désespoir. Une nuit, un singe géant avait attaqué un groupe de villageois, revendiquant leurs terres. Et bien que n'étant qu'un enfant,
Kai s'était dressé face à la créature pour tenter de la repousser. Il s'était accroché à sa jambe de toutes ses forces, les larmes coulant à flot, comme s'il n'avait plus rien à perdre. En évoquant ce souvenir, une tristesse partagée assombrit leur visage. Elsa avait cru qu'ils étaient condamnés. Mais c'est alors que Moloch Vezin était apparu et avait terrassé la bête d'un coup brutal. Après ce carnage, alors que les villageois sales et affamés s'occupaient des blessés, Moloch se tenait en silence au-dessus du cadavre du monstre. Kai, essuyant le sang coulant de son nez, regarda autour de lui et jura, sur tout ce qu'il avait de sacré, qu'un jour il deviendrait fort. La frustration qui brûlait en lui était insupportable. Il avait vu son peuple mort ou à l'agonie, et il n'avait rien pu faire. Ce jour-là, il fit une promesse qui allait transformer sa vision du monde et guider chacun de ses pas à l'avenir. Le plus étrange, c'est que Kai avait presque oublié ce jour-là. Il en rit un peu, quel genre d'enfant faisait une telle promesse à un si jeune âge? Mais Elsa s'en souvenait très bien. Il avait protégé les siens ce jour-là, et il n'avait jamais cessé depuis. La nuit tombait, les affrontements territoriaux entre demi-humains faisaient rage. Un orc en armure lourde abattit une bête simiesque avant d'être attaqué par une autre, un guerrier béni arborant un blason sur le visage. La créature chargea, mais fut décapité d'un seul coup. Alors que la bataille s'apaisait, l'orc regarda les dizaines de corps éparpillés autour de lui. Ses subordonnés entonnèrent avec ferveur le nom d'Adurakan. Brandissant sa hache ensanglantée, il déclara que le destin des Ors se jouerait dans cette vallée maudite. Pendant ce temps, dans leur refuge sacré, Kai et Arwë savouraient une nouvelle soirée paisible, loin du tumulte du monde. Le lendemain, dans un entrepôt du village, le garçon ramasse un grain par terre et se demande s'il pourrait le cuire pour en faire des boules de riz. Soudain, Elsa apparaît, curieuse de savoir ce qu'est une boule de riz, mais le garçon ne peut pas vraiment l'expliquer. En vérité, il n'en a jamais mangé lui-même, et il n'est même pas sûr que ce soit un vrai plat. Pourtant, il dit qu'il aimerait en essayer un jour s'il en a l'occasion. Manso arrive peu après, aboyant sur Kai pour qu'il se dépêche et apporte ce sac. Tout le monde travaille, et lui, il traîne. Alors le garçon se remet au travail. Nous voyons ensuite Moloch donner des ordres. Le travail doit être terminé avant l'arrivée de l'inspecteur. Ola demande si tout cela est vraiment nécessaire. Après tout, ce serait compréhensible s'il s'agissait d'une spécialité locale précieuse, mais donner une partie du grain n'est sûrement pas si grave. Son père explique que les réserves de nourriture du village sont faibles et qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre une ressource aussi cruciale. Mais le fils insiste, les villageois vont bien, ils sont forts. En fait, il pense que le village devrait offrir des cadeaux à la région centrale pour gagner des faveurs. Moloch, cependant, n'est pas prêt à risquer le bien-être de son peuple pour un gain politique. Comme il le dit, les villageois sont ses propres enfants. Pendant ce temps, les collègues de Kai attendent nerveusement l'arrivée de l'inspecteur de la capitale. Ils envisagent même de cacher leur nourriture au cas où ils se retrouveraient avec rien. Non loin de là, Kai demande si cet inspecteur est aussi un béni. Manso confirme que oui et ajoute que, selon les rumeurs, la crête divine de cet homme surpasse même celle de Moloch. Apparemment, ce pouvoir est utilisé pour protéger la capitale du royaume unifié dans la région centrale. Plus tard, le moment tant attendu arrive. Un carrosse criblé de flèches entre dans le village des persécutés. Le chef du village va accueillir l'inspecteur Gandar. Avant de sortir, l'inspecteur se plaint du nombre de demi-humains autour et grommelle qu'ils ont été attaqués par 10 singes. Bien sûr, il prétend les avoir tous repoussés lui-même. Enfin, quelqu'un ouvre la porte du carrosse. L'inspecteur sort avec une expression sceptique et demande immédiatement si José est cette fameuse princesse blanche du village lac dont tout le monde parle. Il remarque que son père doit bien prendre soin d'elle pour que sa peau soit si peu touchée par le soleil. José répond qu'elle se prépare à se battre si nécessaire, même si elle est une femme. Gandar balaie cela en disant que les femmes devraient rester tranquillement à la maison et se concentrer sur devenir l'épouse d'un noble. José baisse la tête. Gandar leur rappelle alors que le village lac devrait prendre plus au sérieux son devoir de repousser les demi-humains. Les présentations terminées, le carrosse est conduit à l'intérieur du village. Un homme masqué avec des vêtements trempés de sang marche à côté. Moloch demande s'il fait partie du groupe de l'inspecteur. L'homme enlève son masque et dit qu'il a été envoyé par le monastère de Mas. Il s'appelle Nada. Sans tarder, l'inspecteur Gandar est conduit à l'entrepôt. Il conclut rapidement que les réserves de nourriture sont effectivement très faibles, probablement parce que Moloch ne s'entraîne pas assez dur pour soutenir le village. José envisage de prendre la parole pour défendre son père, mais Moloch l'arrête et s'excuse simplement. Gandar affirme alors que certains villages éloignés ont caché la véritable taille de leur récolte. Moloch le nie catégoriquement, disant qu'il ne ferait jamais une telle chose. La mauvaise récolte est juste le résultat d'un mauvais temps. L'inspecteur soupire et dit qu'étant donné la situation, il devra peut-être rester dans le village quelques jours avant de repartir. Les hôtes, qu'ils le veuillent ou non, sont forcés de l'accueillir et de lui offrir l'hospitalité. Plus tard, seul avec son père, José se plaint de ce petit insolent qui ose exiger du luxe en séjournant dans le village. Elle se souvient de ce qu'il a dit sur le fait que les femmes devraient rester silencieuses à la maison. Moloch lui rappelle doucement de ne pas parler ainsi de leur Gandar. Il représente le roi partout où il va. Qu'il le veuille ou non,
Le village Lag fait partie du royaume unifié et ils ont des devoirs envers la couronne. Dans les terres agricoles clairsemées du village Lag, le moine Nada utilise ses pouvoirs pour aider les cultures. Kai s'approche de lui, reconnaissant pour l'aide. En discutant, Kai remarque que l'intérieur de la robe de Nada est taché. Le moine semble surpris, il ne l'avait pas remarqué, mais n'explique pas la raison. À la place, il aborde un autre sujet. Il sait que Kai est le garçon qui est devenu puissant après avoir mangé beaucoup de pierres divines, et en ce sens, il dit qu'ils sont pareils. Au monastère, Nada consomme aussi des pierres divines dans le cadre de son entraînement. Il révèle alors sa crête gravée sur son visage, mais dit qu'elle n'a pas été accordée par un dieu. Selon lui, les crêtes divines peuvent être obtenues simplement par un entraînement intensif et en consommant assez de pierres divines. En parlant de divin, Gandhar exige d'être traité comme un dieu dans le village. On lui sert un grand festin juste pour lui, même si le village fait face à de graves pénuries alimentaires, et même les villageois ne pourraient rêver de manger un tel repas. Gandhar, bien sûr, se considère digne de ce confort spécial et prend un grand plaisir à manger devant les serviteurs. Pendant ce temps, lors du maigre repas des villageois, 3 amis se plaignent de devoir manger moins à cause de cette bâtard glouton au visage de grenouille. À peu près au même moment, Moloch apprend de Nada qu'un groupe d'orques plus grand que d'habitude approche de la région. Cependant, le moine ne pense pas qu'il s'agisse d'une invasion. Il pense plutôt qu'ils viennent pour une raison inconnue. Il prévoit d'enquêter lui-même, mais admet qu'il ne connaît pas bien cette région éloignée. Il demande l'aide du chef tribal. Moloch accepte d'assigner quelques personnes pour accompagner le moine du monastère de Mas. Cette nuit-là, Kai retourne dans la vallée. Arway le supplie de rester plus longtemps qu'il ne l'a fait récemment, mais Kai lui rappelle qu'il a été assigné à enquêter aux côtés d'un moine étranger. La fille sent tristement que son dieu ne reviendra peut-être jamais en cet endroit. Mais il lui rappelle doucement que les bénis ont un devoir envers la terre, et ce devoir signifie qu'il doit revenir pour protéger cette vallée. Après cela, Kai rend visite à Polek, qui pense que le nouveau groupe d'orques errants dans la région recherche les autres alliés vaincus ici même par le dieu de l'arbitrage. Le chef des Korols est inquiet de ce mouvement hostile autour de la vallée, mais Kai l'assure qu'il est prêt à agir si nécessaire. À l'aube le lendemain, alors que Gandhar dort comme un bébé, l'équipe d'investigation quitte le village pour mener à bien sa mission. Du haut du mur, Ola remet en question la décision de son père d'envoyer José en expédition. Le chef du village admet que cela devait être la tâche de son fils, mais pour l'instant, la priorité est de traquer les singes qui ont attaqué l'inspecteur. De plus, Kai est avec eux, donc tout devrait bien se passer. En fait, Elsa rattrape le béni juste au moment où il quitte le village, le surprenant avec un cadeau, des boules de riz. Elle a essayé de recréer ce qu'elle a compris être le plat dont il parlait l'autre jour en cuisant un peu de blé et en le façonnant en boules rondes. À l'instant où Kai reçoit la nourriture, il se souvient immédiatement de sa mère, bien que cela fasse des années qu'il n'a pas pensé à elle. En rejoignant le groupe, il note que le riz devrait être plus blanc et que les grains sont peut-être censés être enveloppés dans quelque chose de noir. Plus loin dans le voyage, après un peu de marche, le groupe fait une pause. Pendant que Nada étudie la carte régionale pour s'orienter, José demande à Kai s'il est d'accord avec l'opinion de l'inspecteur Gandhar selon laquelle les femmes devraient être soumises. Mais comme le garçon ne comprend clairement pas de quoi elle parle, elle abandonne le sujet. Juste à ce moment, l'un des éclaireurs revient pour signaler une scène macabre, un affrontement sanglant entre des singes et des orques qui s'est terminé par un tas de cadavres. Nada suppose que les orques qu'ils enquêtent ont dû combattre ce groupe particulier de singes. Un homme de Lag note qu'il y a beaucoup plus de cadavres de singes que d'orques, ce qui implique une différence de puissance significative entre les factions. Le moine ajoute que les orques pourraient représenter une menace bien plus grande s'ils sont dirigés par quelqu'un de puissant. Kai ne comprend pas vraiment ce que ces cochons recherchent. Mais José se souvient de ce que Nada a dit à son père lors de la réunion d'hier, qu'il recherche la même chose que les orques. À ce moment, le moine lui-même intervient pour révéler qu'il y a une prophétie à propos d'un dieu puissant destiné à apparaître dans cette terre lointaine. Un dieu qu'il ne faut pas ignorer. La mission du moine est d'enquêter sur les orques pour découvrir ce dieu et son tombeau. Car l'espèce qui revendiquera cette entité gagnera un pouvoir immense. Ce genre de force ne doit pas tomber entre les mains des demi-humains. De plus, l'envoyé de Mas a été chargé d'ajouter ce dieu au panthéon du royaume unifié. Quand Kai demande de quel genre de dieu il s'agit, Nada se souvient de ce que le grand prêtre de son monastère a dit à propos de la prophétie. Un esprit sauvage s'est éveillé, un esprit qui refuse de se plier aux terres lointaines. Son pouvoir s'élève dans le ciel comme un oiseau en vol. Sa nature est à la fois lumière et ténèbres, bien et mal. Et pour cela, il doit être craint et respecté. Kai se demande si ce dieu éveillé pourrait être le même dieu de la vallée, car si c'est le cas, alors ce moine le recherche réellement. Mais en mettant cela de côté, il note que ces orques sont bien plus forts que ceux qu'il a combattus dans la vallée. Plus tard, l'expédition tombe sur une vallée qui semble avoir été attaquée par des orques, à en juger par les dégâts sur ses structures. Il s'approche de la tribu pour évaluer la situation de près et repère plusieurs ouzels morts. Cette race était connue pour être incroyablement pacifique. Pire encore, leurs cornes avaient été coupées. Kai identifie une hache d'orque tachée de sang à proximité, ce qui met le groupe en état d'alerte maximale.
L'un des soldats suggère de battre en retraite, mais Lady José refuse d'abandonner d'éventuels survivants qui pourraient se cacher des envahisseurs. Alors Nada décide de rester en arrière et d'enquêter seul sur le village. Pendant que le reste de l'équipe cherche des survivants, Manso envoie Kai accompagner le moine. De retour avec l'équipe de Manso, ils ne trouvent pas un seul vivant. Ils atteignent une partie de la tribu qui n'a pas été détruite, ce qui leur semble étrange. Si les orques étaient responsables, ils n'auraient probablement rien laissé debout. José repère du sang sur le sol et suppose qu'un villageois blessé pourrait s'être réfugié dans une des maisons. Pendant ce temps, Kai et Nada continuent leur investigation dans la structure centrale du village. Le moine lance un sortilège de feu, expliquant que les orques craignent la flamme. Peu après, il tombe sur une pierre tombale. De retour à José, elle essaie de faire sortir un possible survivant d'une des maisons. La porte s'ouvre lentement et un orque mort s'effondre. Nada explique qu'il s'agit de la tombe du dieu de la terre du village. Comme il n'est pas un béni, il ne peut pas lire l'inscription. Mais heureusement, il a un livre pour aider à traduire. Selon le texte, le nom du dieu est Nazel Kazel. En contournant la pierre tombale, Kai trouve une femme ouzelle morte et la ramène au reste du groupe, où d'autres corps ont été rassemblés, y compris 3 orques tombés qui ont également été découverts. Puisque le village n'a pas été complètement détruit, Lord Nada doute qu'ils aient été frappés par la force principale des orques. À en juger par la tenue de la femme, elle pourrait avoir été la dame bénie de son peuple. Kai fait remarquer que Lady José est aussi une femme bénie, bien que ce soit inhabituel pour une femme de détenir un tel titre dans ces terres. Nada conclut que la blessure mortelle de la femme ouzelle provient d'une hache d'orque. Kalik lance que même une femme bénie n'aurait aucune chance contre une brute comme celle-là. José est clairement agacé par le commentaire. Cependant, lorsque le moine examine l'épée récupérée sur la femme, il réalise que les blessures sur tous les orques morts ont été causées par elle. José est stupéfaite que la femme bénie ait réussi à vaincre ses ennemis seule. Nada remarque que les cornes des ouzelles se vendent à un prix élevé, donc c'est probablement ce que les envahisseurs cherchaient vraiment. Selon lui, les ouzelles qui ont été trouvés morts avaient été attaqués en premier, et la femme aînée avait entendu leurs cris et s'était précipitée pour aider. Incapable de supporter l'idée que plus de sang de son peuple soit versé, elle s'était dressée comme un bouclier pour que les autres puissent s'échapper. C'est pourquoi il ne reste plus personne dans ce village. Même ainsi, un garde insiste sur le fait qu'elle a agi de manière imprudente. Après tout, la différence de force physique et de capacité de combat entre les orques et les ouzelles est énorme. Même José pensait que la chef aurait dû savoir qu'elle n'avait aucune chance. Mais Nada a soutenu qu'elle a surmonté cette différence par amour pour son peuple. Et pour lui, c'est exactement le genre de qualité que chaque béni devrait avoir. Selon Kai, être vraiment béni signifie ne jamais reculer devant un ennemi, peu importe sa puissance. En entendant cela, le garde s'est senti honteux et s'est excusé pour ce qu'il avait dit. José était visiblement ému à l'idée qu'un jour elle pourrait devenir comme l'aînée des ouzelles. Après avoir enterré les villageois tombés avec dignité, le moine a noté que la chef de la tribu ne possédait pas de pierre divine. Cela signifiait probablement que sa bénédiction avait déjà été transmise à quelqu'un d'autre. Cependant, son dieu de la terre n'était pas lié à celui qu'il cherchait. Au moins, Nada a compris que le groupe principal des orques était ailleurs. En regardant la carte, il a indiqué que depuis le champ de bataille où les singes et les orques se sont affrontés, le chemin s'est divisé en deux. Un chemin menait à ce village, où des orques rebelles du bataillon étaient apparus. Cela signifiait que la force principale avait pris l'autre chemin, celui qui mène dans la forêt où la pierre tombale du dieu est probablement située. Dès qu'il a réalisé que l'envoyé de masse parlait de la vallée, Kai s'est immédiatement porté volontaire pour aller de l'avant et dégager le chemin si cela signifiait aider les Corolles plus tôt. Il n'hésiterait pas. En parlant d'eux, Polek venait d'être informé par Ketchak de l'approche des orques. Alors, malgré son âge, il a décidé de rassembler quelques hommes pour évaluer le danger de près. Il est peut-être vieux, mais il refusait de rester assis sans rien faire pendant que son peuple était menacé. Pendant ce temps, Kai se précipitait vers la vallée. Au même moment, une escouade de lags s'enfonçait profondément dans la forêt, traquant les singes qui s'approchaient du village. Lorsqu'il repère de la fumée qui pourrait signaler la présence d'ennemis, l'un des soldats suggère de faire demi-tour, mais sous la direction d'Ola le Béni, il décide de continuer pour observer de plus près les mouvements de l'ennemi. D'après ce qu'il voyait, les singes semblaient préparer la construction d'une forteresse à cet endroit, visant à couper le territoire des humains. Et vu leur nombre absurde, il faudrait un bataillon entier pour les affronter de front. Malgré tout, Ola sait que s'ils n'agissent pas contre les attaquants de l'inspecteur, l'honneur du village de Lag sera à jamais terni. Mais sous la pression croissante de Maître Basco et des autres hommes, le commandant accepte à contre-cœur de battre en retraite pour le moment. De retour au village, les habitants se demandent si Kai a trouvé le groupe principal d'orques. Sans savoir où les monstres sont allés, ils ne peuvent rien faire. Manso fait remarquer que, de toute façon, ils ne peuvent pas partir tant que Kai n'est pas revenu. Inquiète, Dame José se lève et dit qu'elle aurait dû accompagner le garçon. Elle envisage même de partir à sa recherche, mais Nada la convainc de lui faire confiance à la place. Tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est espérer qu'il revienne sain et sauf. En fait,
Nada la rassure en lui disant que Kai est probablement plus en sécurité qu'il ne l'imagine. Sur ce, il part remplir son devoir de prêtre, offrant des prières en cette période d'incertitude. Nada gravit le long escalier menant au sommet d'une montagne, où il s'assied pour méditer, réfléchissant à la situation. Plongé dans ses pensées, il admet à lui-même qu'il a toujours su que Kai lui montrerait le chemin. Avec un sort, le moine projette 2 yeux magiques vers la forêt. Pendant ce temps, Kai court à travers les bois. À un moment, il tombe sur une piste d'empreintes d'orques marquées dans le chemin de terre. Il est clair qu'ils sont nombreux et qu'ils se dirigent directement vers la vallée. Soudain, un bruissement dans un buisson à proximité attire son attention. Il dégaine son épée, prêt à frapper. En un instant, quelqu'un se jette sur lui, mais il s'agit de Ketchak, en sentinelle, qu'il a pris pour un ennemi. Kai est stupéfait de voir des membres de la tribu des Corolles émerger de derrière les arbres. Seigneur Polek, leur chef, est surpris que Kai soit arrivé si rapidement. Les Corolles commencent à marcher aux côtés du béni, et Polek explique qu'à l'instant où ils ont senti les orques approcher, ils se sont précipités pour surveiller leurs mouvements. Reconnaissant mais prudent, Kai les remercie pour leur courage, mais insiste pour qu'ils restent en dehors de la bataille à venir, car ils comptent gérer cela seuls. Ketchak, cependant, réplique avec frustration, ils ont toutes les raisons de défendre la vallée, c'est là qu'ils ont construit leur maison, leur vie. Polek ajoute que les Corolles servent le dieu de la vallée et souhaitent aider de toutes les manières possibles, même si ce n'est qu'un peu. Chaque effort compte pour restaurer la paix et réveiller l'esprit de leur peuple. En entendant cela, Kai finit par accepter leur aide. À ce moment-là, le bruit des orques et de leurs outils massifs commence à résonner à travers la forêt. Les Corolles regardent avec horreur d'énormes créatures semblables à des cochons démolir tout sur leur passage comme des tracteurs vivants. En observant la horde ennemie, Polek recommande la prudence, mais Kai dit qu'ils n'ont pas le temps pour cela. Soudain, Adurakaan, le chef des orques, repère ses ennemis cachés dans les arbres. De retour au village de Lag, l'inspecteur seigneur Gandar donne du fil à retordre aux pauvres servantes, se comportant comme un enfant gâté. Le petit homme jette son assiette par terre en plein repas, mâche la bouche ouverte et se moque de la cuisine locale comme si elle n'était pas assez raffinée pour ses goûts royaux. Selon lui, la nourriture n'est pas seulement pour son plaisir, c'est un test de loyauté envers le roi. Puis, captivé par la beauté d'Elsa alors qu'elle ramasse la nourriture qu'il a jetée, Gandar lui demande son nom. Elle répond, bien sûr, et il exige plus de vin pour remplir sa coupe vide. Elsa se fige. Un simple regard sur son visage répugnant suffisait pour comprendre qu'elle avait affaire à un homme plein de mauvaises intentions. Pour détendre l'atmosphère, une autre servante nommée Dame Adélia intervient, remplit son assiette et verse le vin. Plus tard, à l'extérieur, Elsa remercie Adélia. La femme plus âgée essaie de l'encourager, sentant que la tristesse d'Elsa est si profonde que même le retour de celui qu'elle aime n'a pas réussi à lui remonter le moral. Au milieu de tout cela, Ola arrive en furie, avec Maître Basco sur ses talons, demandant à voir son père. Adélia appelle son mari, mais Basco prévient qu'il n'a pas le temps de parler, il y a trop de travail à faire. Pendant ce temps, près de la vallée, Kai est déjà en train d'affronter les orques. Après avoir couru à la bonne distance, il parvient à embrocher son premier ennemi avec une lance. Un deuxième orque se précipite sur lui par derrière, mais avant qu'il ne puisse frapper, Ketchak le poignarde dans le dos avec sa dague. Kai le félicite, et Ketchak sourit en disant qu'il ne perdrait jamais face à un dieu de petite taille. Quelques instants plus tard, le sol est jonché d'orques tombés. Les survivants regardent avec horreur, commençant à battre en retraite de peur, tandis que le dieu de l'arbitrage crie qu'il ne laissera aucun d'entre eux traverser la vallée. Et enfin, émergeant des rangs, arrive le plus grand et le plus fort de tous les orques. Dominant les autres dans une armure cramoisie, il dégage une présence terrifiante. Il s'avance et révèle une marque bénie sur son visage. Polek la reconnaît immédiatement. Il pourrait s'agir d'un des Rigdaro. Parmi les orques les plus féroces, 6 guerriers se distinguent au-dessus des autres. Bénis par les dieux de la terre et nés des tribus du Nord, ce sont les Rigdaro. Réalisant à quoi ils ont affaire maintenant, Kai dit aux Corolles de reculer, puis se prépare à utiliser toute sa puissance pour affronter le chef ennemi. À ce moment-là, les yeux magiques du moine Nada atteignent le bord de la vallée. Il savait que ce serait un pari, mais il n'avait jamais imaginé que sa cible serait aussi proche. D'une manière ou d'une autre, il l'a enfin trouvé. En voyant la crête divine sur un si petit garçon, Adurakaan incline la tête et conclut que le prédécesseur de Kai doit être mort. Cela faisait longtemps que l'orque n'avait rien entendu à son sujet. Il remercie donc les mangeurs d'os qui poursuivaient les Corolles, car c'est grâce à eux que le chef des orques a trouvé Kai. Polek comprend que ces mangeurs d'os doivent être les orques que Kai a tués plus tôt, ce qui signifie qu'Adurakaan les a traqués jusqu'à la vallée. À l'intérieur de l'âme du jeune humain, une voix ne cessait de répéter qu'il devait tuer ses ennemis. Et s'il y a une chose dont Kai est sûr, c'est que cette voix a raison cette fois. C'est pourquoi il charge le chef ennemi, qui utilise son armure pour arrêter la pointe de la lance de l'humain. En réponse, l'orque brandit sa hache en acier, mais l'attaque est trop lente pour attraper son adversaire agile. Kai tente de s'approcher, mais le cochon est si massif qu'il repousse facilement le garçon. Ne voyant pas d'autre option,
Kai adopte une tactique plus intelligente, il glisse entre les jambes de la bête et atteint son dos. Une fois qu'il arrive à la partie la plus vulnérable du corps de la créature, il enfonce sa lance, mais la peau de la bête est comme une armure. Elle est si résistante qu'elle brise l'arme. Malgré tout, Kai n'abandonne pas. Après avoir esquivé un autre coup lourd, il donne un coup de pied dans la pointe de lance brisée encore enfoncée dans le dos du cochon, l'enfonçant plus profondément, et cela finit par infliger de réels dégâts. Les corolles acclament comme si Kai avait déjà gagné. Mais soudain, Adurakan arrache la lance de son corps, et sa chair commence à se régénérer instantanément. Avec cela, il attrape le garçon par le cou et se prépare à mettre fin au combat. Polek regarde, stupéfait. Même un béni ne pourrait pas guérir aussi vite. Une pensée effrayante lui traverse l'esprit, et si Adurakan était immortel? Le monstre soulève Kai dans les airs et ricane en disant que le dieu de la vallée est bien tombé pour nommer un tel avorton comme successeur. Et alors que le corps de l'humain commence à s'affaisser, Adurakan sourit. Pendant ce temps, de l'autre côté de la vallée, Haru est occupé à terminer un vêtement, espérant le finir avant que son dieu ne rentre à la maison. Adurakan savoure sa victoire et jure qu'il rasera toute la vallée une fois Kai mort. De retour au village, les corolles continuent leur vie quotidienne. Quelques guerriers partent, déterminés à empêcher que les femmes et les enfants ne soient massacrés avec tout ce qui compte pour leur peuple. Avec l'image de son village en tête, Kai serre les dents. Il ne laissera pas cela arriver. En canalisant un puissant sort de feu, il brûle la main d'Adurakan jusqu'à ce que la bête soit forcée de le relâcher. Kai atterrit sur ses pieds. Il est de retour dans le combat. Les corolles sont émerveillés, le garçon peut utiliser la magie. Le chef des orques rit, amusé qu'une si petite chose pense que la magie le sauvera. Mais lorsque Kai augmente l'intensité, des flammes jaillissent autour d'Adurakan, et la situation commence à changer. Les orques autour d'eux deviennent anxieux. Leur chef pourrait réellement perdre. Mais Adurakan se protège avec son armure et contre-attaque avec un coup de pied bien placé qui envoie Kai voler. Ketchak regarde, stupéfait. Comment a-t-il résisté à tout ce feu? Adurakan explique, c'est l'esprit de son dieu. Il vit en lui. De loin, Nada observe en silence. Il réfléchit que les dieux protègent toujours leurs réceptacles, ceux qui portent leur bénédiction. Et pour les dieux familiers avec les lois naturelles de ce monde, protéger un béni des pouvoirs divins est une tâche banale. Imperturbable face à tout ce que Kai a tenté, Adurakan s'avance à nouveau. Kai, tenant maintenant son épée, connaît la vérité, la peau de ce cochon est absurdement épaisse. Adurakan récupère sa hache et charge. Loin de là, dans les champs à l'extérieur du village de Lag, Elsa repère une fleur fanée et se demande si Kai va vraiment bien. À proximité, deux hommes se préparent pour la bataille imminente contre les singes envahisseurs. Au-dessus, le ciel s'assombrit. Une tempête se prépare. Kai esquive la prochaine attaque, mais lorsqu'il contre-attaque avec son épée, c'est inutile. La lame ne parvient pas à percer la peau et, pire encore, elle se brise. Il s'écrase au sol, complètement désarmé. Ses boulettes de riz tombent de sa sacoche. Lorsqu'il essaie de se relever, il réalise qu'il n'a plus de force. Ketchak déplore l'immense écart de puissance entre eux. Nada, le moine, craint que le dieu de la terre, qu'il a rencontré autrefois, ait transmis sa force à ses semi-humains. Adurakan continue de se moquer du dieu de la vallée pour avoir choisi un représentant aussi faible. Pendant ce temps, Kai ne peut penser qu'à une chose, s'il perd, les corolles sont condamnés. Puis il voit les boulettes de riz éparpillées sur le sol. Cette simple image déclenche une vague de souvenirs. Un par un, il défile dans son esprit jusqu'à ce qu'il atteigne le moment où Elsa les lui a donnés, juste avant le début de son voyage. Avec tout cela qui tourbillonne dans sa tête, Kai réalise qu'il y a encore quelque chose qu'il peut faire. Il remet deux des boulettes de riz dans sa sacoche. Adurakan écrase les restantes et ricane, « Qu'est-ce que c'est? Tu t'enfuis maintenant, gamin ?» Kai le regarde dans les yeux. « Pour vaincre une bénédiction divine, dit-il, il faut aller au-delà des lois naturelles de ce monde. Atomes, molécules, peu importe, il faut toujours aller plus loin. » Tout autour, les orques commencent à scander le nom d'Adurakan. Leur chef lève sa hache bien haut et déclare que la bénédiction et le pouvoir de la vallée appartiendront aux orques pour leur prospérité. Mais avant que la hache ne s'abatte, Kai agit. Avec une explosion d'énergie surnaturelle, il dégaine sa lame spectrale et tranche net le bras du monstre. Tout le monde, orque comme corolle, se fiche de choc. Aucun d'eux ne peut croire l'aura qui émane maintenant du jeune Kai. Furieux, Adurakan en charge. Kai frappe une fois pour briser la plaque thoracique de la bête, puis une seconde fois avec une profonde entaille sur le visage. Le puissant béni s'effondre, en sueur. Nada retire ses yeux enchantés. Il est sans voix. Ce garçon utilise des pouvoirs divins dont on ne parle que dans les légendes anciennes. Cette histoire, sans aucun doute, ne fait que commencer. Dans le village de Lag, Manso observe le ciel s'assombrir alors que la pluie approche. À ce moment-là, Dame José se lève, fait quelques pas chancelants et s'effondre lourdement au sol. Alors que les hommes se précipitent pour aider la fille du chef, il repère une blessure sur sa jambe. Pendant ce temps, Kai s'empare de l'essence magique d'Adurakan et la boit pour absorber son pouvoir. Les orques à proximité paniquent alors que l'humain est soudain enveloppé d'une vague d'énergie bleue, libérant une rafale de vent rugissante.
Les cochons s'éparpillent dans toutes les directions, et une fois le tourbillon dissipé, Kai perd connaissance.